Bravo. Bravo, un grand bravo à tous les deux. Donc un grand bravo à Imano Rislar et Paul Charrois donc pour ce Wutao que vous avez créé en 2000. Donc Wutao qui est une création contemporaine, une création donc qui mélange finalement donc ces énergies à la fois occidentales et puis donc orientales. Un Wutao absolument magnifique que vous nous avez fait partager ce soir. Encore bravo à vous. On peut encore une fois les applaudir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cet acte 3 du Parlement du féminin. Je me présente rapidement. Je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy, journaliste économique sur LCI, la chaîne Info. Alors tout de suite, on va démarrer avec une première table ronde. Vous voyez qu'elle est en train d'être installée. Je vais appeler 3 intervenantes que vous connaissez, mais je vais vous les présenter un peu plus dans le détail, on va dire, dans quelques instants. J'ai le plaisir de demander à me rejoindre sur scène à Marie-Claire Daveux, Mercedes Hera et Clara Guémard. Merci de les applaudir. Mesdames, merci de vous installer. Alors tout de suite, je vais vous présenter donc Marie-Claire Daveux. Donc vous êtes à l'extrémité, vous êtes directrice du développement durable et des affaires institutionnelles internationales de Kering. Vous avez notamment travaillé avec beaucoup de gens, mais j'en vais en citer quelques-uns. Il y avait beaucoup de choses, donc il a fallu que je fasse un peu de sélection. Avec Jean-Pierre Raffarin, donc lorsqu'il était Premier ministre, vous avez été directrice de cabinet donc du ministre de l'écologie de l'époque. Vous avez travaillé ensuite chez Sanofi, toujours dans le développement durable, puis également avec Nathalie Kosciusko-Morizet au ministère de l'écologie. À côté de vous, Mercedes Hera, vous êtes présidente exécutive d'Avas Worldwide et fondatrice de BETC. On sait que vous avez démarré chez Saatchi, donc avec votre diplôme, à l'époque diplôme d'HEC en poche. Et puis alors, vous avez monté toutes les marches de Saatchi. Donc vous êtes devenue directrice générale. Vous nous raconterez justement donc votre expérience, comment ça s'est passé. Et puis vous avez ensuite, bien sûr, quitté Saatchi pour aller chez Euro RSCG. Vous avez fondé votre propre agence, donc BETC Euro RSCG, qui est classée 2e agence la plus créative au monde. Bien ça ? Pour le moment. Pour le moment 2e, évidemment. Mercedes, elle ne s'arrête jamais. Je termine avec Clara pour les présentations. Après, on va démarrer le débat, bien sûr. Donc Clara Guémard, vous êtes cofondatrice et présidente de Raise France. Alors Raise France, c'est un écosystème qui vise à aider en fait donc les entreprises à grandir finalement en mixant des grandes entreprises, des plus petites, des startups. Et donc de cet échange-là, eh bien va naître finalement, on va dire une confrontation qui va permettre justement donc aux plus petites eh bien de grandir. Vous avez une société d'investissement. Et bien sûr, vous investissez aussi avec ces fonds. Vous avez été présidente donc également CEO de General Electric de 2006 à 2016. Vous êtes bien sûr très engagé dans le domaine caritatif, associatif, chevalier de la Légion d'honneur, écrivain. Enfin bon, il y aurait tellement de choses à dire qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je m'arrête là. Et puis évidemment, donc vous êtes, mais ça on en reparlera. Vous n'avez pas beaucoup de temps à perdre. Vous êtes également mère de 9 enfants, donc on sait que vos journées sont chargées. Voilà. On aura également 2 témoins qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Marie Éloi et Aziz Seni qui seront avec nous. Alors, on va parler de cette audace de réussir, c'est le thème de cette première table ronde. Est-ce que finalement dans votre carrière, les unes et les autres, on va dire donc l'audace de réussir, c'est un petit peu forcer le destin en quelque sorte. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez justement dû forcer ce destin pour vous imposer, dire ben voilà, j'y vais, je crois en moi et j'y arrive. Je ne sais pas qui veut démarrer. Mercedes va démarrer. Alors, moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Je pense que j'ai été aidée par le fait que je ne doutais pas de mon envie de travailler. Je ne doutais pas à l'extérieur de la maison, pas qu'à la maison. Ce qui a l'air stupide, mais finalement, c'est plus simple quand on a une idée très précise comme ça en tête. Alors moi, j'avais comme idée que c'était plus amusant de travailler à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc, c'était le cas finalement. C'était le cas, non ? Je pense que c'est plus dur de tenir une maison que de travailler à l'extérieur. Donc, moi, j'ai été vers la facilité. Voilà. Donc, bravo, bah oui, voilà, bravo.
Et après, comme j'étais de bonne humeur à l'égard de moi-même et que j'avais envie, j'adorais ce que je faisais, je trouvais que j'avais de la chance. Alors j'étais une vraie femme parce que, vous savez, mon premier salaire, j'étais contente de le recevoir. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit quand même, c'est bizarre que tu sois contente qu'on te paye. Et en fait, je me suis dit que j'avais hérité de beaucoup de femmes, et en particulier de ma maman qui n'avait jamais reçu de salaire, et que donc j'étais contente. Et après, comme je ne doutais pas, et comme je pensais que tout était possible, hein, par exemple, on me disait, mais tu veux vraiment avoir des enfants? Je disais, mais pourquoi tu me poses cette question? Je ne comprenais même pas de quoi il me parlait. Parce que pour vous, la réponse, c'était forcément oui. Bah, oui, on fait ce qu'on veut, quoi. Et qu'on ne posait pas cette question aux garçons et qu'on ne les inquiétait pas ou on ne les angoissait pas sur le fait qu'ils allaient abandonner les leurs parce qu'ils allaient travailler. Donc, comme ça a été très écrit, alors ça a l'air très naïf, mais ça aide énormément. Je me suis rendu compte après, quand j'ai rencontré d'autres jeunes femmes, que le doute est quelque chose d'assez dur, quoi, parce que déjà les garçons doutent un peu, donc si vous-même vous doutez un peu, donc moi on m'a fait des remarques, des commentaires, alors on me les a tous faits, hein, je les ai entendus, c'est-à-dire que quand j'avais pas d'enfants, on disait c'est normal, elle n'a pas d'enfants. Quand j'ai eu des enfants, on a dit mais qu'est-ce qu'elle fait de ses enfants? Bon, vous savez, je les laisse dans la rue pour voir. Et on a tout le temps fait des commentaires, mais d'abord je m'en fichais. Quand on me disait, ce monsieur il est misogyne, ça serait bien que ce ne soit pas toi qui présente, je disais, si, je vais présenter, tu vas voir, ça va lui passer. C'est des choses qui arrivent et ça passe. Et je pense que la plus grande chance que j'ai eue, je ne sais pas ce qu'ont fait mon papa et ma maman, mais ils m'ont donné l'énergie de croire à l'égalité. Et je croyais naturellement à l'égalité. Je pensais d'ailleurs que ceux qui n'y croyaient pas, ils étaient un peu retardés. Et donc, ça simplifiait mon job. Voilà. Pour vous, Clara, bravo, hein, bravo à Mercedes. Pour vous, Clara, également, Clara Guémard, dans votre cursus, vous avez dû faire preuve d'audace. Est-ce que cette audace, ça a été peut-être de rentrer dans un monde très masculin, comme par exemple celui de General Electric? D'abord, moi, je n'ai pas cherché à réussir. J'ai cherché, un peu comme Mercedes, à m'amuser. Et les deux façons que j'avais de m'amuser, c'était d'abord d'apprendre. Donc j'ai aimé apprendre, j'ai aimé aller à l'école, j'ai aimé étudier. Je trouvais ça formidable. Je me souviens quand je suis rentrée à Sciences Po, pour moi c'était une chance incroyable. D'ailleurs personne dans ma famille n'y croyait. Ma sœur est allée vérifier si c'était bien vrai qu'il y avait mon nom sur l'étiquette. Et je me souviens que ma mère m'avait offert un super blouson. Les autres doutent de nous alors, hein, moi j'étais dans une famille où on se mariait, on avait des enfants, on faisait un petit peu d'études en attendant le mari, quoi. Donc j'étais pas du tout programmée pour entre guillemets réussir, si c'est ça le mot. Mais j'avais, comme Mercedes, je pense que j'avais pas du tout envie de me sacrifier. Et je voyais pas pourquoi je pouvais pas essayer de faire les choses que j'aimais. Et les choses que j'aimais, c'était d'être dans un univers plus grand que moi. Et pas forcément de le comprendre d'ailleurs, mais une cause plus grande que moi. Alors comme je suis une grande rêveuse, une utopique peut-être, j'ai d'abord servi l'État parce que je pensais que de servir son pays c'était une belle chose. Et puis je me suis rendu compte que en allant dans le privé, on servait aussi son pays parce qu'on créait des emplois, on créait des activités, etc., etc. Et puis maintenant, chez Raise, avec Gonzague de Binière, on essaye d'aider les autres, c'est-à-dire les entrepreneurs, parce qu'on pense que c'est eux qui vont créer de l'emploi, de l'activité. Mais j'ai toujours pensé que ce qui préside dans la vie et qui doit être mis en numéro 1, et ça je le dis haut et fort à toutes les femmes qui sont dans la salle, c'est le désir. C'est pas le devoir, c'est pas de bien faire, c'est pas de tout réussir, c'est juste avoir un désir qui vous prend au ventre et puis pas le lâcher et courir après, même si vous savez pas trop où il va m'emmener. Moi, je dis toujours que j'ai jamais su ce que je ferais quand je serais grande. Et je suis pas sûre de le savoir encore, c'est pas la question. C'est d'être avec des gens qu'on admire, travailler avec des gens qu'on admire, avoir évidemment des... Il y a une question simple, c'est qu'est-ce qui vous anime? Et à partir du moment où vous suivez ça, après vous faites des erreurs, vous vous trompez, il y a des gens qui vous critiquent. De toute façon, il y a toujours des gens qui vous critiquent, ça. Il y a un principe simple, c'est quoi que vous faites, on vous critique. Moi, on me critiquait parce qu'effectivement, je laissais mes enfants dans la rue. J'ai eu un fils qui était... Ça faisait beaucoup d'enfants dans la rue. Mais ça faisait beaucoup d'enfants dans la rue qui mendiaient.
que mondial, j'ai eu un fils qui était dyslexique et qui est sorti en CP en ne sachant pas lire. Et je suis allée voir une psychologue qui m'a expliqué que c'est parce que j'avais trop d'enfants, etc. Bon, voilà. Maintenant, il a passé la grecque, donc tout va bien, mais... Donc il ne faut pas toujours croire ce que les gens pensent sur vous. Et puis surtout, je crois que j'adore la façon dont Mercedes le dit. Elle le dit 1000 fois mieux que moi. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas être guidé par le regard des autres. Parce que le regard des autres, c'est le regard des autres. L'important, c'est votre regard à vous, votre regard intérieur, et la façon dont vous voyez le monde, la façon dont vous avez envie de vivre. Et puis, il n'y a pas de vie facile. Moi, j'en connais pas de vie facile. Mais il y a des vies qu'on peut rendre intéressantes. Et moi, j'avais envie de vivre dans un univers intéressant. Et sur le fait de rentrer donc, dans un univers très masculin, ça a été difficile ou pas forcément ? Je ne sais pas si c'est difficile, c'est curieux parfois. Il y a des étrangetés, il y a des scènes bizarres, des anecdotes. Je pense que toutes les personnes qui sont dans la salle pourraient raconter des anecdotes plus qu'étranges, quelquefois désagréables, quelquefois excluantes, humiliantes. Mais au fond, moi j'ai eu la chance de commencer quand il n'y avait pas Internet. Et je me souviens quand j'ai été nommée ambassadeur délégué aux investissements internationaux, il y avait des patrons étrangers qui venaient du monde entier et ils ne pouvaient pas me googliser. Et donc je venais les chercher en bas de l'escalier pour les accueillir à la porte. Je les emmenais dans mon bureau, je leur proposais du thé et du café. Et puis après, je m'asseyais en face d'eux. Et là, je les voyais blanchir. Ça faisait un choc, en se disant, mais est-ce que je me suis bien comportée? Est-ce que j'étais polie avec celle que je croyais être la secrétaire, etc. Faut utiliser les arguments qu'on a, quoi. C'est-à-dire, je pense que quand on est une femme, eh ben, on peut aussi utiliser un peu la taquinerie et les surprendre. Donc oui, c'est compliqué de vivre dans un univers fait que d'hommes. Je pense qu'on est là toutes les trois pour le combattre. Je pense qu'il n'y a pas de sujet qui ne sera réglé si on n'arrive pas à la parité. Nous, chez Raise, on a la parité totale et pourtant on est dans une société d'investissement où dans ce métier-là, 98% sont des hommes. Ça change tout. Il n'y a plus de sujet. Donc c'est vraiment ça qu'il faut combattre, sur quoi il faut se battre. Et puis... je crois qu'il faut aussi, quand on a ne jamais se positionner en victime. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas victime parfois, mais il ne faut surtout pas donner le plaisir à l'autre, d'en plus de ça, se sentir une victime. Alors Marie-Claire, on ne vous a pas encore entendu, Marie-Claire Daveu, est-ce que vous, votre audace, ça a été peut-être de passer justement du public au privé, de changer comme ça, on va dire, finalement de secteur, dans cette audace de réussir, qui est notre thème de cette table ronde? Pour rebondir sur ce que disaient Mercedes et Clara, à titre personnel au départ, moi j'ai eu de la chance en fait d'avoir une mère pour qui c'était inconcevable d'avoir une fille qui ne travaille pas. Il y avait l'autonomie financière, l'indépendance financière. Voilà, donc je pense que ça a énormément poussé. Après, entre le passage public-privé, moi j'ai toujours été proche du monde de l'entreprise et je considère qu'on peut servir l'intérêt général aussi bien d'un côté que l'autre. Donc j'ai pas vraiment l'impression que ma part d'audace, elle est là. Je dirais ma part d'audace et ce qui m'a animée aussi et qui m'anime tous les jours, c'était plutôt en fait de travailler dans le domaine de l'environnement. C'était plutôt en fait d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice et d'être pionnier. Moi, ce qui m'a toujours animée, c'était pas de se dire je veux être à tel poste ou je veux faire carrière, mais je veux vraiment que ce sujet soit pris en compte. Donc depuis que j'étais adolescente où je faisais du bénévolat pour les associations, jusqu'à maintenant chez Kering, c'était de dire on va pousser l'innovation, on va faire changer les mentalités et c'est vraiment là pour moi où je vis l'audace au quotidien parce que même si aujourd'hui tout le monde parle d'environnement, il y a plein de mentalités à changer et donc j'ai l'impression qu'aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, on peut faire avancer la cause. Et chez Kering, c'est une vraie priorité en fait pour François-Henri Peynaud qui est le PDG du groupe. Donc ça aide et il faut le pousser tous les jours. Donc moi j'ai plus l'impression d'être au combat et d'avoir ma part d'audace sur le sujet en lui-même.
Alors, on va faire une petite pause. Je voudrais me tourner vers nos deux témoins. Je vous avais dit qu'on avait des témoins qui allaient intervenir, donc qui ont également, eux aussi, su faire preuve d'audace. Je vais d'abord demander à Aziz Seni de nous rejoindre. Il est l'exemple que cet ascenseur social, il peut fonctionner. Je vous demande de l'applaudir, Aziz. Alors, Aziz, vous êtes un entrepreneur, vous venez de la cité du Val-Fouré. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de venir vous interviewer il y a quelques années. À l'époque, vous aviez une entreprise de taxi-brousse. Depuis, vous avez fait beaucoup d'autres choses. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est votre audace pour vous? Comment est-ce que vous la représentez finalement aujourd'hui? Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Jacques Brèche et à toutes ses équipes pour cette organisation et pour cette invitation. L'audace, pour moi, ça a été d'abord l'audace d'espérer. Quand on part de très très loin, qu'on est un fils d'immigré, que son papa, Dieu ait son âme, il est parti il y a 2 mois, et je pense beaucoup à lui parce que je suis aussi un bout de ce monsieur qui a sacrifié beaucoup pour sa famille, issu d'un milieu très modeste, les fins de mois difficiles. L'espoir, c'est déjà de s'en sortir. Et s'en sortir, d'abord, j'ai pas de tabou, c'est de s'en sortir financièrement. Quand les fins de mois sont difficiles, quand il n'y a pas d'accès à la culture, pas d'accès aux vacances, et des études dans le service public, avec un service public qu'on connaît, avec des qualités relatives selon les territoires. Et vous vouliez vous en sortir, hein? S'en sortir à tout prix, c'était d'abord créer ma première entreprise, dans un quartier à une époque où l'entrepreneuriat n'était pas aussi vulgarisé, et puis espérer. Alors, du rêve, beaucoup de rêves. Le rêve de prendre cet ascenseur social qui est en panne, j'en ai fait un livre, et bien j'ai pris l'escalier. C'est un de vos livres, effectivement. Oui. Je me suis fait les mollets, pas grand monde dans les escaliers, ça se bouscule, les marches sont très hautes, la rampe est cassée, mais Dieu merci, Gonzague de Blinière et d'autres ont été quelques bonnes fées que j'ai croisées sur mon chemin, qui ont bien voulu m'aider. Donc créer une première entreprise, une société, l'ancêtre un peu d'Uber, taxi collectif, et puis de l'engagement, beaucoup. D'abord à travers l'Association nationale des jeunes entrepreneurs, sensibiliser, aider, accompagner des entrepreneurs de quartier à monter leur boîte. L'idée, c'est pas de dire que tout le monde doit ou peut être chef d'entreprise, c'est simplement de présenter cette voie à côté des 2 autres, dans le public ou dans le privé. Un engagement aussi très fort depuis 2 ans, aux côtés des premières, à la demande de Claire Sadi, la présidente du réseau des incubateurs Les Premières, avec ce combat qui est un prolongement pour moi de mes valeurs, aux côtés de celles qui ont envie de faire, et pour l'égalité et pour les mixités. Parce qu'il n'y a pas une mixité, il y en a plusieurs. Il y a la mixité des territoires, du genre, des ethnies, enfin des origines en tout cas. Donc toute cette mixité-là. Donc c'est un petit peu un rêve vers lequel il faut tendre, essayer de faire ensemble. J'entends beaucoup parler de vivre ensemble, j'en ai un petit peu assez, je voudrais qu'on fasse ensemble. Merci beaucoup, merci Aziz Seni, on peut l'applaudir. Je voudrais maintenant donc appeler sur scène Marie-Éloi. Merci d'applaudir Marie. Voilà, donc Marie, moi aussi j'ai eu l'occasion de vous interviewer, hein, donc c'est passé aujourd'hui sur LCI, donc voilà, donc on a parlé ensemble de votre expérience, on a parlé évidemment du Parlement du féminin avec vous. Alors Marie, donc racontez-nous, hein, vous avez créé donc un réseau, c'est incroyable ce que vous avez fait, vous avez démarré en Bretagne et puis voilà, c'est en train de prendre de l'ampleur. Racontez-nous votre expérience. En fait, moi j'ai surtout envie de vous raconter le féminin et la valeur que ça prend aujourd'hui et dire bonsoir à vous tous et bonsoir à vous 4 qui m'inspirez au quotidien. Voilà, merci. En fait, nous sommes au cœur... Venez un peu plus dans la lumière parce que finalement vous n'êtes pas trop dans la lumière là. Voilà, nous sommes au cœur d'une révolution numérique qui constitue également une révolution pour nous les femmes parce qu'elle libère et valorise le féminin. Les réseaux sociaux ont permis de mettre en lien les femmes qui jusqu'à présent ne s'accordaient pas le temps de réseauter physiquement. Et en étant mises en lien, cela nous a permis de valoriser les valeurs du féminin, comme par exemple l'authenticité, qui permet de libérer la parole. Cela a permis également de faire émerger des rôles modèles qui nous ressemblent, qui nous correspondent, et de nous identifier à ces rôles modèles dans une spirale vertueuse. Donc alors, vous êtes partie de Bretagne quand même, racontez-nous votre histoire parce qu'on a envie de savoir. Donc vous avez commencé finalement par fédérer justement ces femmes et puis maintenant, donc votre réseau, eh bien, il se développe de plus en plus et vous voulez finalement les aider donc avec des formations, avec des rencontres, avec effectivement du réseau social parce qu'effectivement, c'est vrai que souvent les femmes, et vous n'allez pas me contredire, elles prennent pas le temps hein, de réseauter, d'aller à des réunions, c'est plus souvent l'apanage des hommes qui font ça. Mercedes va nous le dire très bien, hein, ils préfèrent ça plutôt que d'aller donner le bain
le soir ou de commencer à mettre les enfants au lit. C'est beaucoup plus reposant d'aller effectivement à une réunion, de prendre un verre, etc. et discuter, de faire du networking, comme on dit. Alors, votre réseau, donc, comment il se développe aujourd'hui? Il se développe bien parce qu'on est 6100 femmes en Bretagne. On organise une trentaine de rencontres par mois. Et c'est justement le temps aujourd'hui de dépasser l'entraide, de dépasser, d'aller encore plus loin que la visibilité et la légitimité du féminin et d'aller vers la valorisation du féminin, de lui accorder une valeur économique et financière. Et ça, on a toutes et tous un rôle à jouer. C'est-à-dire, soit par exemple, au niveau collectif, d'insuffler du féminin dans l'économie pour que cela puisse être boosté. Et au niveau individuel, par exemple, de demander une augmentation de salaire, parce qu'aujourd'hui, il y a 10% de disparité salariale à poste égal, ou par exemple, quand on fait du business, d'oser le faire, parce qu'aujourd'hui, 88% de femmes entrepreneurs ne vivent pas de leur activité. Donc en insufflant du féminin dans les codes économiques, on va pouvoir se les approprier et donc les restituer, et chacun, en s'appropriant ce féminin, parce que nous avons tous en nous, nous pouvons être fiers du féminin que nous avons chacun en nous et en nous toutes et tous. Alors Marie, elle est trop modeste parce qu'elle n'a toujours pas dit le nom de son réseau, c'est Bouge ta boîte. Je vais faire un peu de pub quand même, donc il faut rejoindre Bouge ta boîte effectivement et bouger avec Marie. Les femmes de Bretagne, merci. Merci beaucoup Marie, merci de l'applaudir. Alors, je voudrais qu'on refasse un deuxième tour de table avec vous, mesdames. On est toujours sur cette audace de réussir. On a parlé un peu effectivement des hommes dans ce challenge que vous avez chacune mené à votre niveau. Est-ce que vous avez senti peut-être ces barrières dont nous parlait Marie à l'instant? Alors, Clara, vous avez déjà un peu évoqué la question tout à l'heure en disant que c'était parfois humiliant, certaines situations. Mais je voudrais avoir aussi là-dessus l'avis de nos deux autres intervenantes. Des barrières, moi il me semble que la plus grosse barrière, c'est quand même nous qui nous la mettons. C'est pour ça que je suis d'ailleurs assez inquiète sur le sort des gamines, parce que je pense qu'on les éduque pas pour qu'elles aillent au bout, on les éduque pas pour aller au bout d'une ambition, on leur parle. Et en ce moment, on pense que c'est neutre, et je ne pense pas que c'est neutre. L'école n'est pas neutre, ce n'est pas normal que des gamines qui aient des meilleurs résultats en maths que les garçons ne fassent pas de sciences. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que nous leur faisons? Bravo, effectivement. Qu'est-ce qu'on leur fait pour qu'elles ne fassent pas de sciences? Moi, je pense qu'on leur fait beaucoup de choses. Donc, vous avez plusieurs états, et donc il faut faire très attention. Les parents qui, malgré leur grand amour, parce qu'ils ont de l'amour pour leurs enfants, n'élève pas exactement la petite fille comme le petit garçon. L'école, qui continue à essayer de... En fait, on calme assez vite les filles. C'était une très grande sportive, les premières footballeuses en France, qui disait: est-ce que vous vous rendez compte la différence quand un enfant est élevé sur un terrain de foot et que le terrain est grand et large et qu'il sait que le monde est large et grand, et les gamines qui font de la marelle. C'est très sympa d'être dans une boîte, mais ce n'est pas l'idéal. Et je pense que comme ça vient de très loin, comme le passé est très lourd, comme on ne va pas tout changer, comme on est des filles, on a été élevés comme des filles. Moi, je fais des bêtises comme des filles, j'ose pas demander. Au début, il m'est arrivé plein de bêtises. Je pensais que les sous, ça ne se demandait pas. Je ne comprenais pas cette histoire. Je pensais qu'il ne fallait pas vérifier que le garçon a été mieux payé que moi. Je n'imaginais même pas. Donc, des choses comme ça qu'on n'imagine pas parce qu'on a été élevés comme des filles, il faut faire très attention. Donc, je pense que oui, non, les hommes ne vont pas adorer. Ils ont une position qui est une position, exactement ce que racontait Clara. Je ne résiste pas à une discussion que j'ai eue avec quelqu'un que j'aime beaucoup, puisqu'il est mon patron, qui est Vincent Bolloré. Et je m'étais mis dans la tête de faire, à l'époque, Clara, tu étais très au courant, de lui faire racheter le Women's Forum. Et donc, je lui dis, c'est quand même extraordinaire, c'est formidable, on va aider les femmes, mais comment c'est possible et tout. Et alors, Vincent, qui ne veut jamais me fâcher, me disait, ah oui, c'est exceptionnel, formidable et tout, etc. Puis ça n'avançait pas, ça n'avançait pas. Et puis un jour, on a une petite réunion tous les deux, formidable, et il me dit, attends, j'ai bien réfléchi, mais qu'est-ce qu'en pense Jean-Paul? Jean-Paul, c'est mon mari, en fait. Et là, je me suis dit, oh là.
Et donc j'ai attendu 5 petites minutes et je lui ai dit « Et qu'est-ce qu'en pense Anaïs ?» en me disant que on est dans un contexte comme ça. Donc il faut armer les filles. Il faut pas être hypocrite. On le fait pas assez encore aujourd'hui. Mais bien sûr, on ne dit pas la vérité. Hein, moi, je pense que, par exemple, il faut faire des cours aux filles. Je pense que dans les écoles de commerce, dans les grandes écoles, partout, dans l'université, il faut expliquer ce qui va leur arriver. Vous savez, quand elles arrivent à l'agence, je fais une chose que je ne devrais pas faire, c'est interdit normalement, mais enfin, je fais des tas de choses Vous le faites interdites. quand même, oui, c'est ça. Je le fais quand même. Je me débrouille pour discuter avec elles. Et alors, j'ai un très bon truc, c'est l'âge moyen. Je leur dis, ah oui, tu sais que l'âge moyen pour le premier enfant, c'est ça, l'âge moyen pour ceci, c'est ça, l'âge moyen du divorce, c'est ça. Et je trouve que c'est très encourageant de se dire qu'il vaut mieux se prendre en charge soi, qu'on est toujours mieux. Moi, je pense que les êtres humains, ils sont faits pour être libres. Et que donc, que ce soit un homme ou une femme, de se prendre en charge et de pouvoir écrire son chemin, de ne pas considérer que nos chemins, c'est uniquement nos enfants. Ils sont magiques, nos enfants, mais on va les laisser tranquilles. Hein, parce qu'il faut qu'ils cheminent aussi. Et je pense qu'on marche sur la tête en n'expliquant pas à quel point tout ce poids est culturel. L'éducation, en ce moment, il y a une remontée sur... C'est tout juste, on a un enfant, 2 enfants, ça fait sourire Clara. Et globalement, T'es pas mieux. Non, je suis pas. Enfin, si, quand même. J'ai quand même été plus calme. 5 garçons. Bon. Mais moi j'ai eu 9, j'ai 5 que 3 garçons. et 2, c'est ça? Ouais, 9, 5, Non, 2. je pense simplement que quand, par exemple, les filles ont leur premier enfant, mais on a l'impression qu'il leur tombe un truc hyper grave sur la tête. Mais on n'est pas dans une logique normale. C'était pas comme ça du temps de nos grands-parents. Ils avaient des enfants et ils étaient plus calmes que ça. Mais on met tellement de poids sur les femmes. Hein, c'est tout juste, moi je sais, parce que chaque fois que j'étais convoquée à l'école, j'avais l'impression que j'allais être punie, quoi. On me disait, alors on n'a pas réussi. Moi, c'est vrai, j'ai pas réussi l'examen et tout. Bon, enfin, qu'est-ce que c'est que ce monde de culpabilité uniquement à l'égard des femmes? Donc, il faut faire attention à ça. Marie-Claire, alors pour vous, bien sûr, Kering, on sait c'est un groupe très engagé pour la cause des femmes. Il est encore beaucoup dirigé quand même par les hommes. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que c'est difficile justement d'être une femme au sommet de cette hiérarchie? D'abord, je partage pleinement ce que dit Mercedes. Je pense que globalement, que ça soit en haut de la hiérarchie, au milieu ou en bas, c'est beaucoup plus challengeant pour les femmes. Qu'on soit dans le public, qu'on soit dans le privé, on a le sentiment qu'il faut en faire le double pour être reconnu à sa juste valeur. Et il y a une espèce toujours de procès en légitimité. Après, c'est aussi quelque chose où les femmes nous-mêmes, on se met des obstacles. Vous avez des études hyper intéressantes qui ont été faites par McKinsey, etc., qui montrent qu'avant d'accepter un poste plus élevé dans la hiérarchie, si vous avez 10 critères, l'homme, quand il est en gros à 5-6, il n'a aucun état d'âme et il va dire oui, je prends la promotion et je suis tout à fait capable de le gérer. La femme, si elle n'est pas à 8, 9, voire 10, elle va poser la question à son supérieur, mais est-ce que je suis bien capable? Est-ce que ceci, cela? Donc je pense que les femmes, on se met pas mal de contraintes nous-mêmes qui sont véritablement bloquants. Et tu disais au niveau de l'éducation, lycée, etc., mais je crois que même postérieurement, et même pour celles qui font des hautes études, etc., on retrouve ces mécanismes qui empêchent en fait de prendre plus de responsabilités. Et puis moi, il y a un truc, alors ça c'est très personnel, je trouve qui m'énerve et qui est vraiment très différenciant entre les hommes et les femmes, c'est que c'est dingue comment on s'intéresse au physique et comment les femmes sont habillées. Et quel que soit le niveau, pareil, de la hiérarchie, on va faire une réflexion sur la robe, le pantalon, la coiffure, etc., qu'on ne fera jamais sur un homme. Et donc d'emblée, je dirais, la société renvoie cette image qui est extrêmement différenciante. Après, chez Kering, encore une fois, c'est un groupe qui est international, donc c'est aussi intéressant de voir les cultures, parce que c'est pas uniquement la culture française, mais il y a beaucoup de marques italiennes, donc vous avez la
culture aussi italienne derrière, et donc on est confronté à ça. Encore une fois, François-Henri Pinault, c'est un sujet qu'il essaye de pousser, qui n'est pas de différence. Je crois qu'au niveau du board, on est le conseil d'administration, il y a plus de femmes, parce que maintenant on est à 62% de femmes au niveau de notre conseil d'administration. Nous sommes des femmes au niveau du comité exécutif. Mais encore une fois, comme sur les autres sujets de développement durable, bah, c'est un vrai challenge parce qu'il faut changer les mentalités. Parfois, ça fait grincer les dents. Et voilà, donc il faut bouger et ouvrir les esprits, même dans des grands groupes et même où les gens se disent ouverts. Clara Guémard, je voyais réagir. Vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ce que nous disait Marie-Claire et Mercedes, je voulais faire 2 remarques. La première, c'est que je pense que l'égalité des femmes et des hommes, elle commence dans la rue. Et que ma génération, en tout cas moi, je circule à vélo et j'ai ça fait depuis l'âge de 14 ans, donc 13 ans que je circule à vélo, donc vous pouvez compter le nombre d'années. Et tous les jours, je me fais siffler, il y a des gens qui descendent leurs vitres pour faire des commentaires. Et j'ai laissé filer ça tout le temps, en me disant ça fait partie de la vie et au moins comme je suis sur mon vélo, je risque rien parce que je peux filer tout droit. C'est pas la même chose que si j'étais dans la rue. Et j'ai écrit un livre avec ma fille Bérénice qui s'appelle Faut qu'on parle et dont il y a un chapitre sur le féminisme. Et elle est partie sur ce combat du harcèlement de rue. Et quand un homme qui passe et qui lui dit t'es belle, elle lui dit je t'ai rien demandé. Et je lui dis mais attends, il te fait un compliment, c'est pas méchant. Il dit mais moi quand je marche dans la rue, je lui ai rien demandé à ce monsieur. Je ne le déshabille pas, je lui demande pas comment il est habillé et je n'ai pas besoin qu'il me déshabille du regard. Ce qu'il ressent vis-à-vis de moi, je m'en fous, je ne veux pas le savoir et surtout, j'ai la liberté de marcher dans la rue. Et je trouve que cette revendication, elle est totalement salutaire et c'est, c'est le point de départ de tout. Parce que quand un mec vous fait un commentaire dans la rue, il va le faire aussi au travail et il va le faire sous forme de ce qu'il croit être un compliment et qui est le fait de vous ramener tout le temps à votre condition de femme. Et dans le monde professionnel, quand un collègue vous dit t'as une jolie robe, ok, le deuxième t'as une jolie robe, le troisième t'as une jolie robe, le quatrième et le cinquième et le 10e à la fin de la journée, vous êtes en permanence ramené à votre condition de femme. Et ce que je voulais dire, c'est que je vois qu'il y a des hommes dans la salle, donc je pense que c'est important de les applaudir parce que c'est très important qu'ils soient là. Merci aux hommes d'être là. Je dis ça parce que comme je suis beaucoup moins drôle que Mercedes, comme vous m'applaudissez pas, c'est une manière de me faire applaudir. On va vous applaudir. Non, mais je fais. Allez, pour Clara. Non, ce que je voulais dire qui me semble très important, c'est que moi je suis à moitié danoise et au Danemark, on aborde le sujet de la femme de façon très différente. La façon dont on l'aborde, c'est que ce qui est bien pour la femme est bien pour l'homme. Et donc on n'est pas dans un combat de rivalité entre l'homme et la femme, on n'est pas dans un combat de conquête pour la femme, mais on est dans un combat de conquête de société. Et moi, je trouve que j'ai un neveu qui est marié avec une Danoise et ils ont eu ils ont 5 enfants, ils ont eu des jumeaux. Et pour les jumeaux, il a eu 3 mois de congé, de congé parental. Et ma sœur, qui lui a dit, mais est-ce que tu es sûr, surtout qu'il venait de prendre un nouveau boulot, il lui dit, mais tu es sûr que ça ne va pas poser de problème, que tu prennes 3 mois de congé de paternité? Et il lui a répondu, mais si je ne les prenais pas, que ça poserait un problème, parce que ça veut dire que je ne suis pas capable d'assumer ma paternité. Et donc, la société est organisée d'une façon complètement différente, où l'enfant, dès l'école, apprend à être non pas à être un singe savant, mais à être un adulte accompli. J'allais dire un homme accompli ou une femme accomplie. Et donc on apprend, tous les enfants apprennent le bricolage, à bricoler, ils apprennent à coudre, ils apprennent à repasser, ils apprennent à faire la cuisine. Ils savent tous changer faire du carrelage. Et ils sont armés pour la vie en passant. Ceux qui sont manuels, ils sont toujours doués dans quelque chose. Ceux qui sont plus intellectuels, ils sont plus doués dans autre chose. Et la place de la femme n'est pas un sujet en tant que tel. C'est comment un homme ou une femme peut vivre en harmonie dans le monde du travail, dans sa vie personnelle et en société. Et je me demande si nous, on ne devrait pas essayer un peu de changer notre discours et essayer de
d'embrasser ça avec les hommes qui sont dans la salle, inviter beaucoup plus d'hommes pour leur dire que c'est aussi votre chance. Après tout, est-ce que c'est normal que tous les hommes soient obligés d'aller en costume cravate, d'être obligés de rester tard le soir, de ne pas pouvoir aller jouer au foot à 6h de l'après-midi s'ils en ont envie, d'être obligés justement de participer à tous ces cocktails et ces machins parce que si on n'en fait pas partie, on est mal vu, de ne pas oser dire qu'on va chez le médecin parce que son enfant est malade alors qu'on aimerait bien y aller. Après tout, pourquoi les hommes n'auraient pas ces droits-là qui sont tout simplement des droits fondamentaux et qui font que les salariés sont plus heureux? Merci beaucoup à toutes les trois. On aimerait vous entendre encore beaucoup, mais malheureusement, le temps passe. Et je crois, Mercedes, que vous voulez nous présenter un film pour clôturer cette table ronde. Je vais me faire plaisir. Quelques mots peut-être sur ce film. Peut-être, oui. D'abord, juste un petit mot sur ce que vient de dire Clara, parce que c'est très important. Tous les pays où les décisions, où les avantages ont été donnés aux femmes et pas aux hommes en même temps, ont accru l'écart entre l'homme et la femme, négativement. C'est-à-dire que si vous allongez les congés maternité des femmes et vous ne faites jamais rien pour les hommes, vous gênez la carrière des femmes. Si vous faites à égalité, c'est le cas des pays danois, c'est les seuls endroits où, en fait, les avantages sociaux sont des avantages pour tous et non pas déjà finalement des décisions genrées. Ce qui est le cas de nos décisions, puisqu'on rallonge, et puis après on leur dit c'est pas grave, hein, on t'a un peu baissé, on t'a plus vraiment de carrière, etc. On n'a pas travaillé comme il faut socialement sur les deux. Alors ça, c'est un bonheur. Moi, je crois aux petites filles. Je crois qu'il faut les éduquer. Je pense qu'il faut leur raconter. Il faut les éduquer 2 fois plus. Il faut leur donner des modèles. Il faut leur dire à quel point tout est possible. Et il y a des petites filles à qui il faut dire ça. Et celle-là, il ne faut rien lui dire parce que c'est elle qui nous le dit. Vous allez la voir. On regarde. Elle s'appelle Daisy. Okay, Daisy, here we are in Tesco's. What do you think of the clothes on offer today? Well, the girls' clothes say, hey, beautiful, I feel fabulous. The boys, desert adventure awaits. Think outside the box, hero. And what do you think about that? It's unfair because everyone thinks that girls should just be pretty and boys should just be adventurous. What do you think about that? I think that's wrong because why should boys and girls even be boys and girls clothes even be separated? Because we're just as good as each other. That's brilliant. I agree with you completely, Daisy. And you love adventure, don't you? Yeah. You're my hero. And you like green. Why don't we just get you the boys' top? Good idea. So, think outside the box. What does this mean? It means go on your adventures, let nothing stop you, go for your own dreams, and hey, what is that even supposed to mean? I don't know, it would inspire you to say, hey. Yeah. Like, don't you find that inspiring? I don't find that inspiring. What part of hey is great? I don't get it. Look, boys get think outside the box, which means be adventurous, go for your dreams, you know, and hey, still, what does that mean? What does it inspire you to do? I want to be adventurous. I think the girls want to be heroes, so I'm going to put them in the girls section. Merci encore, bravo à toutes les trois.
Et merci effectivement donc, pour tout ce que vous avez pu nous dire, nous apporter. On va passer à notre deuxième débat maintenant sur le thème du soin de soi, des autres et de la terre. Et pour cela, j'ai le plaisir d'appeler sur cette scène Frédérique Bedos, fondatrice du projet Imagine, Pascal Derme, journaliste, et Françoise Kessler, directrice commerciale et marketing de Velleda. Merci de les applaudir toutes les trois. Change un peu de place, voilà. Pas laisser s'installer la routine. Alors, mesdames, donc Frédérique Bedos, vous êtes, je l'ai dit, la fondatrice du projet Imagine. Vous avez vécu aux États-Unis notamment. Vous avez fait plein de choses là aussi, donc cette bio, elle serait extrêmement longue à raconter. Vous avez été notamment animatrice à la radio, à la télévision, et vous avez fondé une ONG, donc une ONG qui produit des courts, des moyens, des longs métrages, qui pousse à agir. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Pascal Derme, vous êtes à côté de moi, vous êtes journaliste, écrivain, également réalisatrice. Vous êtes spécialisée dans les questions de nature et d'environnement depuis déjà longtemps, je dirais presque une vingtaine d'années. Voilà, vous avez publié de nombreux livres sur l'éco-citoyenneté. Et le dernier s'appelle Sœurs en écologie, un très beau livre dont vous allez nous en parler, je pense, tout à l'heure. Et vous proposez une nouvelle solution qui s'appelle la sororité écologique. Et puis Françoise Kessler, elle est à côté de vous. Elle est directrice commerciale et marketing de Velleda. Vous y travaillez vous aussi depuis plus de 20 ans. Velleda, donc une marque, comme vous le savez tous, ici bien sûr, pionnière dans la cosmétique naturelle et le bio. Alors, notre table ronde, elle s'appelle « Le soin de soi, des autres et de la terre ». J'aimerais peut-être commencer avec vous, Françoise, parce que justement, on s'imagine qu'avec une marque comme Velleda, c'est quelque chose de naturel en fait chez vous. Ça fait partie, on va dire, quasiment de votre quotidien. Alors oui, prendre soin des autres et de la terre fait partie de l'ADN de notre marque. Velleda est une marque qui a été créée en 1921 et la vocation première, on ne le sait pas assez, de fabriquer des médicaments homéopathiques. Et quand on dit fabriquer des médicaments homéopathiques, on dit soigner les gens et forcément, ça veut dire prendre soin d'eux. Pour les produits cosmétiques, c'est également, on parle de produits cosmétiques, mais nous, on a l'habitude aussi de les appeler produits de soins parce que ce sont des vrais produits au-delà de l'hygiène et du soin qu'ils peuvent apporter, qui apportent un réel bien-être, que ce soit les huiles de massage ou les produits pour les bébés. Et prendre soin des autres par des produits sains, naturels, sans substances qui sont très décriées aujourd'hui, comme les pesticides ou les perturbateurs endocriniens. C'est une vraie fierté, une démarche au quotidien pour Velleda. Prendre soin de la terre, pour nous, est une des valeurs fondamentales de l'entreprise, puisque nos produits sont majoritairement bio et que nous avons nos propres jardins dans lesquels nous cultivons nos plantes en agriculture biodynamique. Et puis, bien évidemment, nous utilisons énormément de variétés différentes et que nous sommes amenés également à travailler avec des partenaires. Nous achetons dans certains cas des plantes, mais sur base de cahiers de charges extrêmement stricts. Nous avons d'ailleurs également aidé au Maroc ou en Turquie des cultivateurs à se transformer, à passer en agriculture biologique. Donc oui, ça fait partie de notre quotidien. Et je dirais que pour terminer, prendre soin de soi, pour moi, est en premier lieu d'agir en accord avec soi-même et de se respecter. Et je pense que quand on se respecte, c'est la première démarche pour pouvoir respecter les autres. Bien sûr. Alors Frédérique Bedos, vous avez créé une ONG, je le disais tout à l'heure, donc effectivement, ça va complètement dans le sens de se prendre soin de soi et puis des autres, et puis aussi de la terre. Alors expliquez-nous comment vous est venue justement l'idée de cette ONG, la démarche de création, et puis où vous en êtes aujourd'hui. Alors effectivement, c'est une ONG d'information dont le but est d'inspirer pour agir. On fait des films qui répondent tous à la même ligne éditoriale. On fait du journalisme mais avec espérance. C'est-à-dire pas du journalisme de bisounours ou de bonnes nouvelles. Ça veut dire regarder les problématiques bien en face, essayer de creuser les sujets pour justement pas tomber dans les caricatures, avoir un diagnostic le plus fin possible et en ayant toujours un regard résolument tourné vers le futur de façon constructive, en se disant « Ok, maintenant qu'on a mieux compris dans quel état est la situation, qu'on a pris la mesure, eh bien, comment on peut tous ensemble remédier à cette situation ?» Donc c'est des films qui doivent donner envie d'agir, qui doivent donner envie de se lever de son fauteuil. Et en fait, dans cette thématique de prendre soin de soi, des autres et de la nature, ça me fait tout de suite penser, je ne sais pas si vous avez suivi, mais quand Thomas Pesquet était dans l'espace, il n'arrêtait pas de commenter et à un moment, on lui a demandé
si vous aviez un mot pour définir la planète Terre quand vous la regardez de l'espace. Et il a dit un mot, et moi j'en ai encore des frissons, il a dit fragile. Et c'est vrai, on s'en rappelle, oui, tout à fait. Oui. Et c'est extraordinaire parce que, véritablement, si nous commençons à réaliser à quel point nous sommes tous fragiles, pas seulement la planète, mais nous, en tant qu'êtres humains, et que l'on prend la mesure de cette fragilité et qu'on en prend aussi donc, la responsabilité, alors ça va complètement changer notre façon d'être les uns avec les autres. Et donc l'idée du projet Imagine, l'idée de cette ONG, c'est qu'avec cette ligne éditoriale de faire du journalisme avec espérance, nous faisons des grands documentaires de société, mais nous faisons aussi le portrait d'hommes et de femmes qui font des choses exceptionnelles au service d'un monde meilleur, et ce sont des héros. Des héros humbles, dont personne ne parle et qui font pas ça pour la gloire. Et l'idée, en fait, est venue de l'histoire de ma famille. C'est-à-dire que je viens d'une famille un peu particulière où on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, que des enfants considérés comme étant inadoptables, donc des enfants trop traumatisés par la vie, trop lourdement handicapés, trop ceci, trop cela. Et il a fallu qu'on aille à la rencontre les uns des autres, alors que nous étions tellement différents, parce que nous arrivions des quatre coins du monde, nous étions de toutes les couleurs, de toute ethnie, mais aussi de toute culture, de toute religion et de toute forme de blessure. Et finalement, quand on y pense, nous sommes tous des êtres blessés. Et c'est bien la raison pour laquelle c'est si difficile d'aller à la rencontre les uns des autres. Un animal blessé, vous n'arrivez pas à vous approcher de lui, il a peur. Eh bien, c'est l'histoire de notre humanité. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que la seule manière de pouvoir nous relever de nos blessures, c'est justement en allant à la rencontre les uns des autres. Et donc, dans cette famille, eh bien, il a fallu effectivement, à un moment, que nous arrivions à apprendre à nous rencontrer, à apprendre à nous aimer. Et donc, c'est une histoire d'amour, tout ça. Parce que je crois que finalement, vous savez, le mot amour, c'est devenu presque un mot tabou. Moi, je suis journaliste, dire le mot amour, déjà, ça y est, je suis décrédibilisée, je suis un bisounours, je suis une illuminée. Et donc, finalement, par peur du ridicule, on a bien souvent diminué nos rêves, nos ambitions, et on nous a vendu comme un Graal le fait de bâtir un monde de tolérance. Et d'ailleurs, entre hommes et femmes, si on arrivait à se tolérer, ce serait top. Hein. Alors moi, je me dis, mais qui rêve d'être toléré ? Parce que si on nous vend ça comme un Graal, alors je crois qu'il va falloir qu'on aille jusqu'au bout. Il va falloir qu'on apprenne à s'aimer. Et c'est ça qui va sauver le monde et notre humanité. Il va falloir apprendre à s'aimer. Bravo. Bravo à Frédéric. On peut l'applaudir. Alors Pascal, j'aimerais que vous nous expliquiez cette fois-ci qu'est-ce que le titre de votre livre finalement, qu'est-ce qui signifie être sœur en écologie finalement, donc un peu voilà le cheminement que vous avez pris pour écrire ce livre, parce que finalement vous proposez, on va dire, une nouvelle voie, donc une nouvelle exploration de ces liens de la femme avec d'autres femmes, et il ne faut pas non plus le résumer alors dans ces liens avec la terre à une notion trop basique, on va dire, de la femme non plus. Enfin, il y a beaucoup de choses dans votre livre, je suis en train de le lire et je n'ai pas encore fini, mais il est vraiment passionnant. Je dis pas ça parce que vous êtes à côté de moi. Et vraiment, donc, expliquez-nous alors ce terme, sœur en écologie. Alors, sœur en écologie, c'est être une femme et avoir une expertise, une connaissance de son environnement, la partager, le faire savoir et s'engager en son nom. Donc, c'est des femmes qui sont dans le monde entier, des plaines de l'Alberta aux savanes d'Afrique, partout, dans les montagnes de l'Inde, de l'Uttar Pradesh, au Népal, qui sont confrontées à des dégradations majeures de leur quotidien et qui se lèvent. De cette mise en mouvement émerge une sororité. C'est comme ça que je l'ai perçu. Et de cette sororité qui se traduit concrètement par des mises en réseau, alors sur tout un tas de sujets, c'est les femmes pour le climat, c'est les femmes contre la pollution chimique, c'est les femmes pour la liberté des graines et des semences, enfin il y a tout un tas de sujets. Elles sont face à des acteurs majeurs des lobbies des agro-industriels, même des acteurs du crime environnemental. Comme elles sont fragiles et vulnérables, elles se mettent en réseau, elles utilisent les nouvelles technologies beaucoup pour ça. Donc être une sœur en écologie, c'est ces femmes de Chipko-Andalan dans l'Uttar Pradesh en Inde qui se mettent à, je vais lâcher mon micro, encercler des arbres pour éviter que ces arbres ne soient détruits face à une expertise financière et forestière froide, et qui, ces paysannes illettrées, obtiennent que ces forêts ne sont pas coupées parce qu'elles savent que si on enlève les arbres, les terres vont dévaler, il n'y aura plus de l'eau, voilà, il n'y aura plus de bois pour leur feu. Donc cette légitimité-là, c'est des sœurs en écologie. Être sœur en écologie, c'est ces femmes aussi en Afrique, de Wangari Maathai, que j'aime beaucoup, qui a eu prix Nobel de la paix et qui replante 51 millions d'arbres, à la fois pour lutter contre la désertification, mais aussi pour générer des sources de revenus, donc gage d'autonomie pour les femmes. Voilà, c'est aussi être sœur en écologie, s'inscrire dans une lignée
de femmes, de rôle modèles, que j'ai été puiser et chercher dans l'histoire parce qu'elles étaient totalement absentes, qui vont d'Hildegard de Bingen, qui est une abbesse au Moyen-Âge, à Rosa Luxembourg, on le sait moins, qui était cette militaire. C'est ça, vous nous faites voyager dans le temps, oui, tout à fait. Qui était militante ou marxiste, mais qui aussi possédait une empathie formidable pour le vivant dans ses jardins de prison où elle a passé 9 ans. C'est s'inscrire dans cette lignée-là aussi de femmes de rôle modèle qui sont certaines connues, comme Rachel Carson, qui a réveillé l'opinion publique américaine en écologie, d'autres qui sont connues, mais pas pour leur empathie pour la nature, c'est le cas de Rosa Luxembourg, et voilà, et Vandana Shiva, bien sûr, qui est figure internationale de l'écoféminisme, c'est cette sororité-là. Alors justement, donc, finalement, dans cette question aujourd'hui de prendre soin de soi, des autres et de la Terre, est-ce que les femmes sont mieux placées peut-être que les hommes pour le faire, ou est-ce que justement elles doivent entraîner les hommes avec elles? Vous avez réalisé, Frédéric, un documentaire donc sur, on va dire, les différences justement entre les femmes et les hommes, donc un documentaire sur cette égalité homme-femme, et elle est importante. Vous avez finalement appris pas mal de choses à travers cette enquête que vous avez faite. Qu'est-ce qui en est ressorti de plus important pour vous? Oui, j'ai réalisé un film qui s'intitule « Des femmes et des hommes ». Donc les hommes sont tout à fait les bienvenus dans ce film, des femmes et des hommes. Et c'est un film qui dure 1h45 et qui essaye de faire le bilan de la situation mondiale. Donc évidemment, on n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais c'était intéressant de pouvoir avoir un regard global sur la situation. Et du coup, de montrer à quel point c'est un sujet universel et que personne ne peut se dire finalement ce sujet-là ne m'intéresse pas, il ne me concerne pas. C'est d'abord un sujet d'humanité, quoi. Et il y a une universalité là-dedans. On est 52% de l'humanité. Donc en fait, de s'apercevoir que toutes ces formes d'inégalité ont forcément des conséquences sur tous les aspects de la société. Donc du coup, on fait non seulement un tour d'horizon géographique, mais aussi on va parler d'économie, on va parler de sécurité alimentaire, on va parler d'histoire, de psychologie, de culture, de religion, etc. Donc on fait comme ça ce tour d'horizon. Et donc ce dont je me suis aperçue, c'est que ce thème de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde est un thème qui a été extrêmement pollué par les idéologies diverses. Ce qui fait que c'est un thème compliqué à aborder parce qu'effectivement, eh bien, on a mis beaucoup d'huile sur le feu, on a attisé la guerre des sexes, et donc c'était très important de le dépolluer pour revenir à des faits. Et quand vous commencez à repartir du factuel, déjà ben voilà, ça remet tout le monde d'accord, quoi. On se rend compte qu'on n'est pas en train de parler de qui fait la vaisselle. Par exemple, vous allez apprendre en regardant ce film que la sécurité alimentaire mondiale est liée aussi aux inégalités dans l'agriculture. Il y a une grande inégalité dans l'agriculture entre hommes et femmes. Et donc si on réduisait ces inégalités de genre dans l'agriculture, on pourrait sauver à minima 100 à 150 millions de gens dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, grande inégalité alors? En fait, les femmes sont quasiment la moitié de la force agricole mondiale, mais elles ont beaucoup moins accès à tout ce qui permet de faire de l'agriculture efficace. Et donc, si on réduit ces inégalités-là, on va forcément pouvoir produire plus et donc sauver à 100 à 150 millions de gens de la faim dans le monde. Donc, quand on revient à des choses comme ça, d'un coup, on se rend compte à quel point c'est très large, c'est très complexe, c'est très subtil comme thématique. Et donc, ça remet tout de suite le sujet vraiment au niveau. Et finalement, quand j'ai fait toute cette enquête, donc j'ai appris beaucoup de choses, et encore une fois sur sa complexité, et aussi le fait que ce sont des situations très mouvantes. C'est-à-dire que dans le monde, eh bien, on a l'impression qu'à certains endroits, on est plus avancé, mais en fait, tous les acquis sur les droits des femmes sont très fragiles. Dès lors qu'il y a une crise sur un territoire, les droits des femmes reculent immédiatement. Même si ce n'est pas forcément dans le corpus législatif, etc., dans les faits, concrètement, ça va être le cas. La crise de 2008, par exemple, eh bien, tout de suite en Grèce, on a tout de suite vu le droit des femmes reculer parce que même si, encore une fois, dans l'appareil législatif, dans les constitutions, rien n'avait changé, bah voilà, combien de femmes se retrouvaient avec des hommes qui les battent, mais elles ne vont pas divorcer parce qu'autrement elles ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Plein de choses comme ça qui font que, dans les faits, les femmes vont se retrouver dans des situations très complexes. De même, quand on visite l'histoire, on parle de quelques décennies, par exemple en Afghanistan, dans les années 70, les femmes se baladaient en mini-jupe. Et puis, j'ai retrouvé un discours du colonel Nasser, on est dans les années 50 en Égypte, et puis le colonel Nasser, devant une assemblée d'hommes, puisque c'est l'assemblée du Parlement, il raconte que la veille, il a dîné avec le chef des frères musulmans qui lui a suggéré que ce serait pas mal que toutes les femmes d'Égypte soient voilées. Et là, éclat de rire général.
avec le colonel Nasser qui rit lui-même, tellement ça paraît invraisemblable. Aujourd'hui, toutes les femmes sont voilées en Égypte. Donc on voit bien que tout ça est très fragile et que donc ce sont des réalités mouvantes. Et donc il est très très important de bien avoir conscience de tout cela pour non seulement que les femmes se rendent compte qu'elles doivent continuer d'en faire un sujet, mais aussi que les hommes se rendent compte que si on prend une vraie définition universaliste du féminisme, c'est-à-dire tout faire pour que les femmes soient traitées comme des êtres humains à part entière, eh bien forcément, un homme digne de ce nom se doit d'être féministe, non? Bravo, bravo Frédéric. Alors, je voudrais qu'on vous entende aussi toutes les deux, donc Pascal et Françoise, sur ce thème justement. Est-ce que les femmes ont davantage peut-être à apporter sur ce thème qu'on développe dans cette table ronde, donc prendre soin de soi, des autres, de la terre? Alors, vous savez que les catastrophes écologiques affectent principalement des fonctions traditionnellement dévolues aux femmes, soigner, guérir, nourrir. Elles sont à la fois plus vulnérables et plus pauvres, souvent. Donc, la question, factuellement, elles sont comment soigner quand un sol est sec ? Comment apporter de l'eau quand une eau est polluée, comme au Tchad par exemple. Donc elles sont confrontées à cette difficulté-là parce que ça les affecte principalement. Mais je voudrais dire 2 mots du CARE, puisque c'est le sujet le CARE a été théorisé par Carol Gilligan, qui est donc une Américaine, et elle me l'a dit à plusieurs reprises, en aucun cas le CARE, qui consiste donc à étudier les relations humaines sur le principe de l'interdépendance, de la vulnérabilité, des émotions, des affects, des attachements, en aucun cas ce CARE n'est féminin, m'a-t-elle dit. Il est féministe. Pourquoi il est féministe? Parce qu'il conteste la séparation traditionnelle entre l'esprit et le corps, entre la raison et l'intuition. Parce que pour Carol Gilligan, en fait, nous souffrons de ce clivage-là. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs, nous savons que nous souffrons de ce clivage-là, et que donc contester ce clivage, c'est contester toute une éducation qui nous oblige en fait à renoncer à toute la partie émotionnelle, etc. Donc elle me dit, elle nous dit que le care, le fait de prendre soin d'assumer ça, c'est plutôt contestataire et au service des hommes et des femmes, bien sûr. Alors, merci. On peut applaudir effectivement Pascal. Frédéric, alors pour vous, quel est votre point de vue? Alors moi, je travaille dans une société où il y a 75% de femmes. Donc, il n'y a pas tellement d'hommes que ça, mais je vous rassure, ils vont tous très bien. C'est un non-sujet chez nous dans notre entreprise, puisque il n'y a pas de sentiment d'inégalité, ou du moins, voilà, c'est vraiment une société où on travaille en harmonie et où, évidemment, par essence, les produits étant des produits cosmétiques, il y a une appétence ou une affinité avec les femmes qui est un peu plus forte, et parfois les hommes me font bien rire quand je les entends m'expliquer comment ils vont vendre un soin contour des yeux. Mais au-delà de ça, et pour être un peu plus sérieuse, je crois que notre démarche à nous, entreprise Velleda, est aussi dans nos produits cosmétiques, de ne pas surjouer cette image de la femme et de la beauté à tout prix. C'est d'autres images qu'on essaie de véhiculer, c'est le bien-être, c'est prendre soin de soi, respecter la planète et prendre soin de soi avec des bons produits est un moyen premier et fondamental de se respecter. Ce sont aussi ces valeurs-là qu'on veut véhiculer à travers tous nos discours de communication. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à toutes les trois, on peut les applaudir. J'ai maintenant le plaisir d'appeler sur scène quelqu'un que vous connaissez bien, Colline Serrault. Elle est réalisatrice, actrice, très engagée pour cet équilibre écologique, notamment à travers ses films. Et vous allez nous parler, donc Colline Serrault, notamment du féminisme contemporain, de la manière de libérer la parole des femmes. Merci de bien vouloir applaudir Colline Serrault. Alors, Colline Serrault n'est peut-être pas là. Alors, on ne l'a pas encore vue. On va effectivement donc, lui demander de nous rejoindre. Est-ce qu'elle arrive? Alors, visiblement,
Pas tout de suite en tout cas, on la retrouvera peut-être un peu plus tard. Alors, j'ai le plaisir donc de demander maintenant à Corinne Hirsch du laboratoire de l'égalité de nous rejoindre, de me rejoindre sur scène. Vous allez nous expliquer justement l'enjeu du changement de ce fameux article 1. Bien sûr, je n'en dis pas plus. Je vous laisse la parole. Merci d'applaudir Corinne Hirsch. Je voudrais en tout premier lieu, évidemment, remercier le Parlement du féminin d'avoir invité le laboratoire de l'égalité à s'associer à ces réflexions pour cet après-midi, qui était vraiment très riche de réflexions et de débats, associés avec les autres associations et réseaux féminins et mixtes. Remercier aussi le Parlement du féminin de nous accorder ce moment pour lancer l'appel du 18 décembre. Alors cet appel, il concerne la Constitution. La Constitution, c'est notre loi fondamentale. C'est la loi qui doit protéger la devise, les valeurs de notre devise, liberté, égalité et fraternité. Cette loi constitutionnelle, elle doit faire halo sur toutes les autres lois. Et pourtant quand on a voulu faire la loi sur la parité en politique, qui semble une évidence aujourd'hui, quand il a fallu faire cette loi sur la parité en politique, eh bien, il y avait un blocage parce que cette loi était anticonstitutionnelle. Et pour résoudre, il a fallu changer la Constitution, rajouter quelques mots à l'article 1er de la Constitution. Donc vous voyez, on fait une loi, ça bloque, il faut changer la Constitution, ça complique un peu le jeu. Après, il y a eu la loi sur la parité et on a voulu faire la loi sur la parité économique. Marie-Jo Zimmermann avait ce projet de parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Et là, de nouveau, ça bloquait. La loi de Marie-Jo Zimmermann était anticonstitutionnelle. Donc il a fallu de nouveau changer la Constitution, rajouter quelques mots. Aujourd'hui, on se dit, les droits fondamentaux, les droits qui doivent protéger l'égalité entre les femmes et les hommes, ne sont pas suffisamment protégés dans la Constitution. Donc on lance aujourd'hui un appel pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes dans la Constitution. C'est pas très compliqué, c'est 3 mots à changer. Vous allez le voir à travers un film qu'on va vous projeter. Et avant de rendre le micro, alors je vous prie de m'excuser, j'ai un tremblement essentiel, c'est pour ça que mon micro bouge. Mais je voudrais, avant de lancer le film, remercier les personnalités qui ont déjà signé cet appel, remercier les ministres, remercier les personnalités du monde du spectacle, du monde de la culture, des mondes des entreprises qui ont déjà signé cet appel, remercier les associations qui ont signé cet appel, elles sont nombreuses dans la salle aujourd'hui. Et pour conclure, vous remerciez vous parce que le laboratoire de l'égalité a confiance qu'à travers ce message, vous allez aussi vous y associer, vous allez très certainement signer cet appel, vous allez vous engager pour qu'un maximum de citoyens et de citoyennes soient associés à cet appel. Merci. Merci à Corinne Hirsch, merci de l'applaudir. Vous connaissez l'article 1er de la Constitution ? Il introduit les principes fondamentaux de la République française. Oui, mais lesquels ? Article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Favorise ? Si on se réfère au dictionnaire, favoriser, c'est placer quelqu'un dans une situation qui l'avantage, faciliter, encourager. Sauf que, dans la réalité, avec ce mot, les inégalités entre les femmes et les hommes persistent. Ok, mais quel mot choisir alors ? Épauler ? Avantager ? Encourager ? Garantir ? Garantir. Ah oui, c'est bien ça. Et dans la réalité, ça changerait quoi ? Aujourd'hui, dans la sphère politique, seulement 16% des maires de France sont des femmes. Et demain, si on garantit ? Dans les entreprises, la France ne compte que 15% de dirigeants. Et demain, si on garantit ? Les femmes sont, à temps de travail et compétences égales, payées en moyenne 19% de moins que les hommes. Et demain, si on garantit ?
8 femmes sur 10 sont régulièrement confrontées à des attitudes, aux décisions sexistes. Et demain, si on garantit? Des chiffres comme cela, il y en a plein d'autres. Les inégalités entre les femmes et les hommes touchent tous les domaines. Alors, on continue juste de favoriser? Ou on garantit pour de bon? Nous nous engageons pour un article 1er qui garantit l'égalité devant la loi des femmes et des hommes. Et vous? Voilà. Effectivement, donc on le voit, un mot et puis tout peut changer. J'ai maintenant le plaisir d'appeler à me rejoindre donc Jacques Hubrecht et Anne Guesquière. Vous les connaissez, ce sont les chevilles ouvrières de ce Parlement du féminin. Merci de les applaudir. Anne, tu commences? Oui. Je ne sais pas si ça marche. Vous nous entendez? Re- Oui, c'est bon? D'accord. Rebonjour ou rebonsoir. Pour ceux que j'ai eu l'occasion de croiser lors de l'acte 1, merci d'être là. Vous êtes extrêmement nombreux. On avait peur qu'il y ait un surbooking et en fait, c'est juste parfait. On a le nombre idéal, l'opéra est plein et en même temps, on a dû refouler personne. Un grand merci à tous nos partenaires qu'on remercie vraiment très chaleureusement pour leur implication. Vous les avez derrière, on ne va pas forcément les reciter. Et puis, merci aussi à toi, Jacques, pour cette co-organisation de cet événement qui, je crois, est un premier succès, en tout cas pour cette première édition. Voilà. Bon, merci beaucoup, Anne. Je voudrais juste rajouter, avant de terminer, on va terminer en chant, en chœur, puisqu'on va recevoir la maîtrise populaire de l'Opéra Comique. Je voudrais bien sûr remercier, comme Anne l'a fait, tous nos partenaires, en particulier Marie-Christine Lannes de Generali, parce que si on est là, c'est quand même grâce à toi, Marie-Christine. Bravo, bravo à Marie-Christine Lannes. On aurait pu être à Garnier, on aurait pu être à Bastille, parce que je pense qu'on aurait pu en plus remplir Garnier ou Bastille, mais grâce à Marie-Christine et à Generali, qui est mécène de l'Opéra Comique, on s'est retrouvés à rencontrer Olivier Mantelli, et Olivier a accueilli le Parlement du féminin immédiatement, et il nous a accueillis ici dans cet écrin. Et je pense que pour démarrer, vous avez vu, quand on rentre dans l'opéra, on est accueilli par de merveilleuses statues, 2 femmes, et donc ça nous paraissait être le lieu idéal pour lancer ce Parlement du féminin. Voilà, un Parlement qui, bien évidemment, est la convergence d'énergie, de différentes énergies, féminines, beaucoup féminines, masculines, pas assez, parce que vous le voyez bien, il n'y a pas assez d'hommes dans cette salle. On le regrette beaucoup, mais on va travailler à ça. Voilà, l'énergie de nos partenaires, mais aussi, et on a travaillé pendant quelques mois avec des associations. Corinne en a fait partie, c'est pour ça que Corinne reste sur scène avec nous. Mais il y a eu aussi tout un tas d'autres associations que nous allons accueillir pour, non pas conclure, parce que, encore une fois, nous allons avoir la maîtrise populaire ensuite, mais pour vous remercier pour toutes les actions que vous portez, pour tous les combats que vous livrez, pour toutes les initiatives que vous lancez. Le Parlement du féminin, c'est l'écho de ces initiatives, et donc on voulait toutes et tous, je crois qu'il y a un homme qui va monter sur scène, vous recevoir et vous accueillir. Alors, on va commencer par... Alors, on va commencer par Joséphine Boulinguet, de 100 000 entrepreneurs. Merci de l'applaudir, Joséphine. Merci de venir rapidement sur scène. Merci beaucoup. Et pardon, on va vous demander une chose à chaque fois, c'est de nous donner votre devise. Quelle est la devise de votre association, de votre action? En quelques mots. C'est de sensibiliser les jeunes de 13 à 25 ans à l'esprit d'entreprendre. Merci. Parfait. Christina Lunghi, qui préside, qui a créé Arborus, que vous connaissez pour la plupart ici, puisqu'Arborus est sur ce sujet, sur ces enjeux d'égalité depuis de nombreuses années. Christina, ta devise, ton engagement? Merci. Alors notre devise, c'est « Venez vous faire labelliser GIZ pour un monde meilleur ». Merci. On va appeler Mathilde Sidib de Assurantiel Axiel. Alors, qui est où? Voilà. La voilà, la voilà. Alors c'est ambition, action et connexion. Parfait. Mathilde, non, pardon. Marie-Éloi, qui va revenir avec ta boîte. nous. Bouge ta boîte. Marie. Marie qui regrettait un petit peu de ne pas nous avoir assez parlé de Bouge ta boîte. Donc en 2 mots, Bouge ta boîte. Mais non, mais pas du tout. Quelques mots sur Bouge ta boîte, Marie. Non, c'est business et sens sont compatibles. Voilà.
Et Femmes de Bretagne, c'est entraide et bienveillance. Merci Merci, Marie. Marie. Karine Babul de Business and Professional Women, BPW. Merci. Égalité salariale et développement durable inclusif. Parfait, merci. Alors, Catherine Ladouce. Catherine, est-ce que tu es là? Oui, je te vois. Catherine, donc, qui préside le Cercle Interrel. Le Cercle a été à nos côtés au cours des différentes réunions que nous avons menées ici, d'ailleurs, dans ce lieu. Oui. Merci et bravo. Alors nous, c'est partager les bonnes pratiques entre les grandes entreprises du secteur scientifique et technologique pour attirer plus de femmes, plus de jeunes filles et puis les faire monter au plus haut niveau de la hiérarchie. Merci, j'appelle Merci beaucoup, Catherine Bonneville-Moravski pour Club comme elle. Qui est là? Oui, tout à fait. Je vais demander aussi à Geneviève Prono de se préparer et de venir aussi. Merci. Donc nous portons la parole des femmes dans le secteur de la communication et du marketing et nous favorisons les carrières au féminin dans ces secteurs dans le haut de la hiérarchie. Merci. Merci, on va demander à Mintoun Diaye de Énergie Geneviève, Femmes de se préparer. attends, il y a Geneviève aussi qui vient. Oui, voilà. Ouais. C'est créative, entreprendre au féminin. Merci. Merci beaucoup. Annie Belin-Weber, Femmes 3000, de se préparer. Alors, Énergie Femmes, le réseau des femmes qui en veulent et qui accompagne l'ambition des femmes. Ouais. Alors, Daisy Dourdet a été très très présente avec nous. Malheureusement, Daisy est malade, elle n'a pas pu venir, je crois que de Bretagne, mais elle est de tout cœur avec nous. Voilà, donc on la salue. Femmes 3000, promouvoir la place des femmes dans tous les domaines de la vie publique et sociale. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter deux petites choses? Allez, vas-y. Alors, merci beaucoup pour me permettre d'ajouter deux petites choses, puisque nous avons eu le plaisir d'entendre Laura Flessel tout à l'heure. Je vous signale qu'avec le CNFF, nous avons créé un collectif sur le thème « Plus de sport pour plus de femmes ». Et nous aurons un gros événement, un colloque, le 24 janvier au Palais de la Femme, parrainé par la ministre des Sports. Et puis encore une petite chose, donc Femmes 3000 a été créée par Marie-Josée Grandjacques, qui est présente ici ce soir, et vous pouvez retrouver son livre à l'Espace Librairie. Merci. Parfait, merci beaucoup Merci. Annie. Nathalie Pradine pour Femmes chefs d'entreprise. Et Céline André pour Femmes de Bretagne. Donc c'est pas Nathalie Pradine, mais Anne-Sophie Panseri, mais Nathalie est là. Donc pour FCE, la devise c'est « Seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles ». Oh, ça c'est merveilleux. Pour Femmes de Bretagne, entraide, partage et solidarité entre femmes pour l'entrepreneuriat. Super. Ayat Outar. Et Françoise Bien. Savès pour Femmes experts comptables ensuite. Alors, femmes entrepreneurs, encourager l'entrepreneuriat au féminin et inspirer les jeunes générations. Et Catherine Lehin-Ferenbach, s'il vous plaît. Nous travaillons pour la féminisation de la profession d'abord, seulement 26% de femmes dans la profession d'expert comptable et 21% dans la profession des commissaires aux comptes. Nous sommes aussi actifs pour que les femmes accèdent à des postes de responsabilité dans les entreprises et nous faisons un suivi particulier de la loi Copé-Zimmermann. Parfait, Merci. bravo. Sarah Manta pour Genre en Action. Bonjour, Catherine Lehen-Ferenbach, je représente l'association Femmes Ingénieurs. Partager notre passion pour faire la promotion des métiers d'ingénieur auprès des jeunes filles. Merci beaucoup. Pardon. Et Lucille Merci. de Jonquière. Genre en action, donc pour le développement de la recherche-action entre réseaux féministes associant genre et développement dans une dynamique nord-sud et sud-sud. Merci. Lucille de Jonquière, International Women's Forum. Isabella Lénarduzzi pour Jump. Alors, nous, on place des femmes dans les conseils d'administration
pour que ces mêmes femmes aident les femmes à atteindre les COMEX, là où le pouvoir se trouve et là où il y a 12% de femmes en grande moyenne. Merci beaucoup, Lucille. Alors chez Jump, on travaille à l'égalité professionnelle parce qu'on pense qu'il faut transformer les entreprises pour que les femmes ne doivent plus devenir des hommes comme les autres pour gravir les échelons, que les entreprises deviennent inclusives, bilingues, hommes-femmes, pour les transformer vers plus de responsabilités. C'est transformer l'économie et c'est à la fin transformer le monde. Merci. Goretti Ferreira. Merci. Est-ce que Goretti est là? Je ne sais pas. Et Alicia Fami pour Led by Her. Oui. Merci, Goretti. Bien, bonsoir à tous, à toutes. Eh bien, l'Agence pour l'entrepreneuriat féminin accompagne les femmes dans leur réussite professionnelle. Donc, sa vision est, j'ai envie de dire, tout simplement de pouvoir contribuer à l'avancée de l'égalité professionnelle et de la mixité. Merci. Et l'association Led by Her offre chaque année la possibilité à 30 femmes de se reconstruire autour de leur projet entrepreneurial. Aziz Seni pour les premières. Je parlais d'un homme qui allait monter sur scène. Le voilà. Qui Il va est déjà remonter monté sur sur scène. Oui. Bravo Aziz. Alors ce soir, en qualité de vice-président des premières, premier réseau d'incubateurs dédié à l'entrepreneuriat féminin, premier réseau d'incubateurs français. Merci. Nial Wada pour Minas Talent. Et Nadia Imgaren, qui peut aussi monter sur scène. Minas Talent, c'est pour favoriser la diversité et la mixité dans le monde du travail. Merci. Bonsoir à tous. L'Office franco-québécois pour la jeunesse pour favoriser la mobilité professionnelle des 18-35 ans entre la France et le Québec. Et le slogan, c'est « Rêver, oser, bouger ». Merci. Dominique Barrault pour Pinkinov et Françoise Desrolès pour Professional Women's Network. J'appelle 2 par 2 maintenant. Bonsoir, alors je suis Cécile Bernet mais pas Françoise Desrolès pour Professional Women Network. 3 mots pour décrire ce que l'on fait: inspirer, partager, développer, pour permettre aux femmes d'accélérer leur carrière et atteindre les postes de direction ou les postes d'administratrices dans les entreprises. Merci. Pinkinov est un réseau de femmes centré autour de l'innovation. Et ce qui nous relie, c'est cette belle énergie du féminin. Parfait. Marie-Laure Sainte-Croix, Merci. Réseaué, et Emmanuel Jarda, de Watt. Alors, Réseaué, c'est une plateforme de femmes entrepreneurs. Et nous avons pour valeur l'échange, le partage et sortir de l'isolement, parce que ce n'est pas toujours facile d'être un entrepreneur et on ne sait pas toujours vers qui s'adresser. Donc on réseaute et on réseaute. Bravo. Merci. Watt, c'est Women Hackers Action Tank. Donc c'est pour un monde plus inclusif, mais en utilisant les nouvelles technologies. Donc on hack le monde d'aujourd'hui pour faire un monde meilleur. Donc on organise des hackathons sur tous les thèmes que vous voulez. Merci. Alexandra Lacroix de Will Europe et Véronique Morera de WECF, Women's Engage for a Common Future. Alors, Alexandra Lacroix. Bonsoir. Alors, la salle va être sur scène. Will Europe, c'est la version courte en fait de European Network for Women in Leadership, qui est un réseau européen qui promeut le leadership féminin. Donc un nom peut-être un peu long pour avoir une devise. Si nous en avions une, ce pourrait être sororité au-delà des frontières ou européennes, puisque nous représentons des femmes dans plus de 24 pays européens, ce qui fait un petit peu cette diversité qui fait notre valeur ajoutée. Merci. Et WECF, c'est un réseau international d'associations environnementales qui se spécialise, qui travaille surtout sur les objectifs du développement durable, notamment la question climatique et l'égalité entre les femmes et les hommes, et aussi sur la santé environnementale pour lutter contre les pesticides et les polluants qui envahissent notre quotidien. Et notre slogan, c'est construire avec les femmes un monde plus sain, plus juste. Construire avec les femmes un monde plus sain, plus juste.
Ça va venir, ça va venir. Et plus soutenable, voilà, plus durable. Plus Merci soutenable, beaucoup. bravo. Merci. Coralie Liebold pour Women et Jeanne Lazraktou pour We Talk. Les deux dernières. Alors, si par hasard on a oublié un ou des réseaux qui auraient été avec nous et qui se sentent tout à fait concernés, vous êtes les bienvenus sur scène. Merci Anne de nous avoir invités et qu'on puisse participer pour cet événement. Anne Guéquière était l'ambassadrice de notre événement le We Talk Event. Donc nous, notre adage, c'est la promotion des rôles modèles au féminin pluriel. La réalité est dans notre ADN. Et ce qu'on veut promouvoir avant tout, c'est vraiment l'empowerment, la capacité d'agir de toutes les femmes. Merci. Oui. Agnès Fourcade pour Femmes Business Angels. Donc nous attirons donc des femmes pour qu'elles deviennent business angels parce que c'est une activité encore très masculine. On n'est que 10% sur toute cette population. Donc mesdames, si ça vous intéresse. Et notre devise, c'est la bienveillance, notamment vis-à-vis des créateurs d'entreprises. Merci. Women, c'est un réseau professionnel féminin et international et notre devise, ce serait accélérateur de réussite, au féminin bien sûr. Merci. Et Céline Parsou de Women Up. Je crois que je conclus. Women Up Inspiration Jeune Génération pour faire bouger les lignes de l'égalité, des sociétés et de la société. Merci. Merci. Bon, je voudrais aussi ne pas oublier toutes les équipes qui ont travaillé avec Anne et avec moi. Mylène, Jenna, Mickaël, Audrey. Venez. Anne-Laure. Mylène. Venez sur scène, s'il vous plaît. Je vous appelle, hein. On vous appelle. Une équipe assez féminine quand même. Jenna. Voilà. Mylène. Elles n'osent pas venir, j'ai l'impression. Non, Mylène, allez. mais si, mais Audrey, Mickaël arrive. Et Mickaël, bien sûr. Ouais. Mickaël qui est à la fois entrepreneur d'avenir et qui est directeur de la publication, c'est ça? De Féminin Bio, absolument, depuis 5 ans. Voilà. Qui est mon cher associé. Voilà. Voilà, on voulait... je crois que là, on va conclure. En tout cas, on va laisser la place à la maîtrise populaire. Dirigé par Sarah Connet. Et on vous remercie et on vous donne rendez-vous pour le 2e Parlement. On ne vous donne pas la date encore, parce que ça nécessite pas mal de discussions et d'échanges avec pas mal de personnes, notamment avec nos partenaires et avec tous les réseaux féminins qui se sont associés à tout ça. Et voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Et merci à Isabelle merci. Et à toute l'équipe d'LCI. Merci d'applaudir donc la maîtrise populaire. Charmante, 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 charmante. Elle a de très beaux yeux, sa taille est fort bien prise. Voyez comme elle est mise, il ne lui manque rien. Elle a de très beaux yeux, sa taille est fort bien prise. Voyez comme elle est mise, vraiment elle est très bien. Ah, qu'elle est adorable, charmante, incomparable. Quel succès est le tien, vraiment elle est très bien. Elle a de très beaux yeux, sa taille est fort bien prise. Voyez comme elle est mise, il ne lui manque rien. Vraiment, vraiment, elle est très bien. Elle est très bien. Vraiment, vraiment, elle est très bien. Elle est très bien. elle est très bien, Elle est très bien. elle est très bien, Elle est très bien.
Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from sin.